Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être là parmi nous ce soir pour une conférence sur les négociations internationales. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette rencontre notre invité Bertil Huget. Merci Monsieur Huget pour d'avoir accepté notre invitation et de nous accorder votre temps et partager votre savoir sur le sujet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à vous présenter l'association IRIS de l'Université Paul Valéry de Montpellier, dont je suis la présidente, et à remercier mes camarades pour leur motivation de commencer cette série de conférences. L'association étudiante IRIS est une association qui vise à créer et à valoriser un réseau d'étudiants inscrits ou ayant été inscrits dans les formations du parcours Histoire, Relations internationales et Sciences humaines. Ainsi qu'à promouvoir les formations du parcours IRIS par l'organisation d'événements de communication, de conférences, colloques, rencontres avec des acteurs extérieurs sur des thématiques en lien avec des disciplines de la formation IRIS. La conférence de ce soir est la première en 2021 et organisée par le nouveau bureau de l'IRIS. Notre invité, M. Huget, vous êtes diplômé de Business School ESADE à Barcelone, ainsi que l'ENA franco-allemand. Vous étiez l'ancien directeur industriel d'Airbus en Russie, officier adjoint à l'attaché de défense près l'ambassade de France aux Pays-Bas, analyste géopolitique au Quai d'Orsay, et actuellement vous êtes professeur invité du Global Business School à Barcelone. Vous êtes également polyglotte, vous parlez 10 langues et vous avez vécu dans les 10 pays différents, d'où est votre riche expérience multiculturelle. Juste un dernier point, avant de vous donner la parole, Monsieur Huget, vos micros seront tous désactivés pendant toute la durée de la conférence afin de faciliter la tenue. Et à la fin de la conférence, vous serez invité à poser vos questions directement à M. Huget. Et donc, vous pourrez réactiver vos micros. Toutefois, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat et nous tâcherons d'y répondre à la fin de la représentation. Je vous laisse maintenant découvrir les enjeux des négociations internationales avec M. Huget. Donc, la parole est à vous, M. Huget. Alisa, ja Wam очень благодарен за то, что вы решили меня пригласить на эту конференцию. Maintenant, je reviens en français. Bonsoir à tous. Merci d'être là à cette conférence où nous a convié Alisa. J'ai fait ce petit clin d'œil en russe, mais en fait, il y a une vraie raison à ça. C'est que quand vous faites des négociations internationales, parler la langue, ou qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui parle la langue, qui connaisse la culture de la partie adverse ou de votre partenaire futur est un point absolument clé. Nous y reviendrons par la suite. Alors, avant d'examiner les termes négociations internationales, je voudrais un petit peu vous énumérer les principaux types de négociations internationales auxquelles vous pouvez que vous pouvez rencontrer en réalité. Donc, premièrement et finalement le plus banalement possible, ce sont les négociations diplomatiques bilatérales d'État à État. Alors, comment ça se passe? Le plus généralement possible, c'est d'un ministère des Affaires étrangères à un autre ministère des Affaires étrangères, ou alors d'un MAE à travers une ambassade à elle, envers ou pour convaincre un ministère d'un autre pays. En général, dans ce cas-là, c'est le MAE qui fixe les objectifs et l'ambassade, elle, réalise la négociation au niveau opérationnel auprès du ministère compétent dans le pays ciblé. Dans le cas de la France, j'ajoute que c'est aussi de temps en temps la cellule diplomatique de l'Élysée qui définit finalement les objectifs de la négociation, les passe au MAE qui plus ou moins les revoit, et l'ambassade peut démarrer la négociation de manière opérationnelle. Alors ça, c'est vraiment du business as usual, ça se passe tous les jours dans tous les pays depuis que les États sont États. Maintenant, il y a un deuxième
type de diplomatie, finalement, sa diplomatie multilatérale. Donc, elle mène à des négociations multilatérales entre États. Alors là, par contre, c'est assez récent parce qu'il faut plus ou moins attendre la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, donc au XXe siècle, pour avoir en fait un organisme qui essaye de gérer multilatéralement les relations entre États. Alors, aussi bien pour la création qu'après le fonctionnement, vous imaginez que ça donne lieu à beaucoup de négociations multilatérales entre les pays concernés. Alors, je voudrais en citer d'autres, bien sûr, pas forcément de manière exclusive. C'est la Commission européenne, l'ONU, le G8, les conventions climat, que ce soit Uruguay Round ou les accords de Paris, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, etc. Vous voyez bien que cette diplomatie multilatérale a pris énormément de force, ou en tout cas de formes différentes, au XXe siècle. Alors, je m'arrête un petit peu sur ces négociations multipartites ou multilatérales parce qu'elles sont structurellement très différentes d'une négociation bilatérale. Une négociation bilatérale, c'est vous, votre partie et la partie opposée ou adverse. Dans une négociation multipartite, vous allez voir que pour arriver à un accord, vous allez avoir des groupes leaders qui voudront arriver à un accord, presque pas forcément coûte que coûte, mais avec une très forte volonté. Vous aurez des indécis qui finalement peuvent se laisser convaincre par plusieurs leaders différents. Et vous aurez des obstructeurs qui, eux, n'auront de cesse que de faire capoter ces négociations multilatérales. Alors, imaginez par exemple comment ça peut se passer à l'Union européenne, 27 États, donc 27 États un par un qui exposent sa position. Donc, ce qui va être fondamental, c'est de rechercher des coalitions. Vous allez chercher des alliés, des gens qui partagent un peu une même vision du problème que vous, quitte bien évidemment à négocier encore avec eux sur certains points, parce qu'il est assez rare que vous trouverez des gens qui aient exactement la même vie que vous. Donc, vous recherchez une coalition dans laquelle vous commencez à négocier pour que cette coalition soit forte. Et dans un deuxième temps, vous essayez de convaincre les indécis, encore à coup de négociation, on verra plus tard de quelle manière. Et finalement, vous allez essayer d'isoler les obstructeurs. Alors, ceux d'entre vous qui suivent bien l'actualité, je dirais, actuelle, ont bien vu notamment que pour les subventions européennes liées à la Covid-19, on a eu toute une histoire s'il fallait lier ces subventions à des critères d'état de droit dans l'Union européenne ou non. Et si vous vous souvenez bien, il y a eu donc les États d'Europe de l'Ouest d'un côté, et de l'autre, vous avez eu la Pologne et la Hongrie qui ont fait obstruction de manière très, très ferme et très forte pour éviter que les choses soient liées. En réalité, l'accord a plus ou moins été dilué, mais c'est pour vous montrer comment ça peut se passer. Voilà, c'était juste pour vous parler rapidement des négociations multipartites. Maintenant, voyons, après avoir vu les négociations diplomatiques, on peut voir les négociations politiques. Alors, on regarde entre les partis, entre les syndicats, par exemple entre l'État et les MEDEF, on se rend compte que par essence, ce sont des négociations qui sont nationales. Donc, elles ne sont pas en partie de notre conférence aujourd'hui. Je les cite parce que quand même, au niveau politique, dans l'Union européenne, on a un type de négociation internationale politique, c'est le Parlement européen. Hein, oui, on peut aussi, si vous voulez, rajouter le Conseil européen, mais si vous voulez, ça c'est plutôt des États qui se rencontrent, alors qu'au Parlement européen, les députés siègent non par pays, mais par affinité politique. Donc là, on a bien un cas de négociation politique internationale. Voilà, ça c'est pour ce point. Le point suivant, c'est les négociations commerciales. Je sais que certains d'entre vous visent plutôt une carrière dans les institutions, d'autres quand même
envisage peut-être aussi une carrière commerciale. Alors, quels sont les trois types de négociations commerciales, dans le monde commercial, si vous voulez, que l'on peut citer? C'est d'abord les négociations de vente, donc c'est-à-dire quand votre entreprise va chercher à vendre à ses clients. Alors, en général, ce n'est pas le cas dans le B2C, c'est-à-dire quand vous achetez un smartphone, en général, il n'y a pas de négociation. Mais si, par exemple, vous vendez des avions, ce qui est le cas dans mon cas quand je travaillais chez Airbus, vos clients sont des compagnies aériennes et il y a bien sûr une très forte négociation commerciale sur le prix, mais toutes les conditions, je dirais, de livraison, de qualité que vous pouvez imaginer. Donc, de manière symétrique, vous avez une négociation achat. Donc là, c'est effectivement vous êtes maintenant le client et vous allez chercher à trouver des matières premières pour la construction de ce que vous réalisez. Et aussi, négociation salariale. Alors là, c'est bien sûr une personne par rapport à un employeur. Et ce que je veux souligner simplement dans ces trois types de négociations, vous en trouverez aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et j'aurais tendance à dire que plus le monde s'internationalise et se mondialise, et plus ce genre de négociations seront bien sûr internationales. Maintenant, je termine sur les types de négociations avec ce qu'on appelle les négociations informelles. On ne s'en rend pas compte nécessairement tous les jours, mais en réalité, nous négocions tout le temps, très souvent, avec nos amis, avec nos parents, dans notre entourage. Alors, je vous donnerai juste un exemple pour l'anecdote, mais vous pourrez vous-même en trouver des milliers. Vous pouvez voir une maman qui dit à son enfant, si tu fais tes devoirs maintenant, ce week-end, on ira tous au cinéma. Alors, ça, c'est typiquement une négociation informelle. D'ailleurs, un élément intéressant de la négociation, c'est souvent la proposition. Si je suis prêt, ou si tu es prêt à faire ceci, moi, je suis prêt à faire cela. D'accord? Donc voilà. Alors, on en a fini, si vous voulez, sur les types de négociations. Maintenant, j'imagine que vous posez la question, ok, c'est bien gentil, vous avez parlé des types de négociations, mais quels sont les objets de négociation? Qu'est-ce qu'on négocie? C'est extrêmement compliqué parce qu'on peut négocier vraiment une flopée de choses. Donc, je vous ai fait une petite liste pour vous donner une petite idée, mais en aucun cas exclusive et je dirais exhaustive. Peut-être la première négociation la plus emblématique finalement, c'est la négociation qui décide de la paix ou de la guerre. Ça, c'est ce qui est de plus finalement régalien comme négociation entre les États, de décider s'ils continuent à avoir des relations paisibles ou s'ils vont se faire la guerre. Alors, cette négociation peut être pour commencer la guerre ou pour l'empêcher, mais ça peut être aussi pour terminer la guerre. Alors souvent, on a l'habitude au XXe siècle de voir des guerres totales où il n'y a pas de négociation. Dans les guerres avant ça, les guerres du XVIIIe siècle, du XIXe siècle aussi, c'était souvent des guerres limitées. Donc, on atteignait un objectif concret et ensuite, on négociait. Donc, voilà. La guerre et la paix. Je note juste une petite phrase qui me vient sur la guerre et la paix. Vous savez peut-être de la bataille d'Austerlitz, ouvre plus ou moins les portes de Vienne à Napoléon. L'émissaire viennois arrive. Napoléon de dire moi je veux ça et ça. Et l'émissaire viennois de répondre d'accord, oui sire. Et que offrez-vous, je dirais, de votre côté? Et Napoléon de répondre, je vous offre la paix. Vous comprenez bien que c'est extrêmement fallacieux. C'est une façon de dire très élégamment dite que je vous ai mis un ultimatum, c'est vous faites ce que je veux ou c'est la guerre. C'est bien évidemment une anti-négociation. D'accord ? Alors, il y a aussi une autre, moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu cette pièce de théâtre, c'était aussi un film qui s'appelle Diplomatie, dans lequel jouait André Dussolier, où en gros, ça reprend une histoire vraie, où le consul de Suède, en 1944, donc août 1944, va négocier avec le gouverneur prussien d'ailleurs, von Choltitz à Paris, de ne pas obéir aux ordres du Führer
et de sauver Paris, puisque le Führer avait décidé que Paris devait être rasé. Alors, c'est bien sûr un peu romancé, mais c'est exquis de négociation. Je recommande ça à ceux qui veulent voir un peu comment on peut arriver à une très belle façon à sauver une ville de la destruction programmée. Sinon, je vous parlais tout à l'heure un petit peu donc, des organisations multilatérales comme la SDN, l'ONU, Bretton Woods. Tout ça, ce sont des objets de négociation très importants, aussi bien pour la création que pour leur fonctionnement. Les traités européens, donc la CECA, la CE, Maastricht, Lisbonne. Alors, j'ai totalement changé là sur un autre exemple, parce que j'étais au Japon à ce moment-là. L'année de la France au Japon. Évidemment, on peut imaginer, plus qu'imaginer, que l'ambassade de France au Japon, avec le MAE, a négocié avec le gouvernement japonais, le ministère de la Culture japonais, de quand on ferait l'année française au Japon, qu'est-ce qu'on aura, et quand est-ce qu'on ferait peut-être aussi l'année japonaise en France. C'est une négociation culturelle, mais c'est une négociation tout à fait intéressante dans le cadre international. Très récemment, vous avez probablement suivi la négociation très dure entre Facebook et l'Australie. Donc là, je crois qu'ils sont arrivés plus ou moins à un accord. Mais l'accord veut bien dire qu'il y a eu une négociation très forte pour que l'Australie puisse à nouveau avoir des nouvelles sur Facebook. Le Brexit, comment ne pas parler du Brexit? Alors regardez bien, je vous parlais tout à l'heure de la structure et de la dynamique des négociations multipartites. Ce n'était pas possible d'avoir une négociation avec le Royaume-Uni d'un côté, et 27 pays européens de l'autre. C'était voué à l'échec complet parce qu'on l'Angleterre, le Royaume-Uni, aurait que fait de morceler la position de chacun des États membres et aurait en fait obtenu tout ce qu'il désirait et plus. C'était impossible de négocier de manière structurelle comme ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait? L'Union européenne a nommé un négociateur, donc Barnier, qui a réalisé cette négociation, donc avec les objectifs de l'Union européenne, mais un contre un. Je crois que c'est intéressant de souligner de ça. Voilà aussi quelque chose que j'ai vécu, puisque j'étais adjoint attaché de défense aux Pays-Bas. Quand on propose que des bateaux de guerre viennent visiter des ports de pays étrangers, ça peut être aussi une négociation compliquée. Alors, dans le cas des Pays-Bas, pas tellement, parce qu'on avait des relations bonnes dans l'OTAN, et quand vous avez négocié que votre bateau de guerre fasse une visite à Alger ou à Istanbul, ça peut être beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc, encore une fois, ça n'a pas vocation, ce que je vous dis, à être exhaustif, mais ça vous donne une petite palette de ce qu'on peut voir comme objet de négociation. Alors, je passe maintenant, si vous voulez, à la substance et aux définitions. D'accord? Donc, dans négociation internationale, ce sont deux termes qui paraissent tout à fait banals, finalement, mais qui sont un peu plus tricky, si vous voulez, un peu plus vicieux que ce qu'on peut croire. Alors, dans un premier temps, parce que dans international, ce qu'on ne voit pas nécessairement, c'est qu'à chaque pays différent se trouve une culture différente. C'est-à-dire une vision du monde différente, un type de communication différent, des comportements différents. Donc j'aurais pu peut-être nommer cette conférence « Négociation interculturelle ». Mais en ce faisant, je me suis dit, tiens, ça risque d'être un peu trop exotique, les gens risquent d'être un peu perdus par cette dénomination. Mais je veux surtout que vous gardiez en tête, c'est que derrière le mot sexy, international qu'on voit partout dans nos études, quand on parle de négociation, c'est que dans chaque nation, il y a une culture. Et dans chaque culture, il y a des codes culturels. Si vous connaissez les codes culturels d'une nation, vous avez une chance d'avoir un succès dans votre négociation. Si vous ne connaissez pas les codes culturels, si vous les ignorez, eh ben, vous aurez un succès vraiment par hasard et dans la plupart du temps, vous ne l'aurez pas. L'image que j'utilise souvent, c'est de se dire, imaginez que vous avez un câble que vous voulez rentrer dans une prise
Si vous avez la lumière éteinte, c'est-à-dire que vous n'avez pas la connaissance de code culturel, vous avez de bonnes chances de louper la prise. Si la lumière est allumée, vous avez de bien meilleures chances de la mettre dans la prise. D'accord? Alors, je viens d'employer le mot code culturel. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est un peu compliqué à expliquer, mais de façon un petit peu plus simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les codes culturels français, finalement, c'est qu'est-ce que la, je reprends une phrase presque de Ségolène Royal, qu'est-ce que la francitude, finalement? Qu'est-ce que la germanité? Qu'est-ce que l'hispanité? Qu'est-ce que la russitude? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est russe et quelque chose est chinois? Ce sont bien là les codes culturels. D'accord? Donc voilà, je me suis arrêté sur la définition donc d'international et de voir que dans cette peut-être dans cette matrioshka en fait se cache toute une diversité de cultures. Et maintenant, penchons-nous sur négociation. Alors négociation, c'est pas non plus très facile. Si vous cherchez dans les dictionnaires, vous allez trouver des très longues définitions et très absconses parce que finalement la négociation, ça recouvre énormément de choses. Donc moi, j'essaie de prendre une définition que je trouve courte, qui n'est pas encore une fois exhaustive, mais qu'elle mérite, à mon avis, de saisir le cœur de ce qu'est une négociation. C'est un processus qui cherche à résoudre un problème de manière acceptable par deux ou plusieurs parties. Voilà. C'est un processus qui cherche à résoudre de manière acceptable un problème par deux ou plusieurs parties. Je rajoute ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un donnant-donnant. C'est-à-dire, si, je vous rappelle l'exemple de la maman, si tu fais tes devoirs, on ira au cinéma. Dans les négociations, il y a forcément un phénomène de donnant-donnant, que les Anglais appellent quid pro quo, qui vient du latin bien sûr, et ne pas confondre avec le quiproquo français, qui n'a rien à voir. Quid pro quo, c'est bien le donnant-donnant. Et il faut qu'il y ait une certaine tension, c'est-à-dire qu'il faut que ça coûte un petit peu à chacun quand même de donner. Si ça vous coûte absolument rien, vous n'avez pas vraiment envie de négocier. Par exemple, si vous avez 100 pommes et vous pouvez en manger dans l'année que 90, donner les 10 pommes à une personne à votre voisin, ça ne vous coûte pas grand-chose, surtout si elle ne peut pas les vendre sur un marché parce qu'elles ne sont pas vendables. Donc, il y a du donnant-donnant, ça résout un problème de manière acceptable par deux ou plusieurs parties, et il y a une certaine tension. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de vous définir négociation. Voilà. Une question que je me pose, Alissa, est-ce que peut-être on peut s'assurer que les gens n'aient pas de questions à ce niveau-là pour pouvoir continuer? Parce que là, j'ai fait une bonne partie déjà, et si les gens disent il n'y a pas aucun souci, on suit, on est bien, ou alors on a quelques questions. Moi, je suis prêt à faire 5 minutes de questions maintenant. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser pour la première Au partie. moins une ou deux pour sentir un petit peu si oui, si. C'est Voilà. bon pour moi, merci. Oui. Donc pour l'instant, Bon, ça a l'air d'aller. Bon, tout est clair. C'est clair. Super, bon, ça va. C'est très clair. Bon, on va continuer alors. D'autant plus que comme j'utilise le français à peu près une fois par mois. Voilà, donc on a une question. Est-ce que vous pourrez nous raconter deux moments charnières de votre carrière? Là, je laisserai pour la fin, pour le coup. Oui, D'accord. Dimitri, du coup, on va la poser à la fin. D'accord. D'accord. Merci. Alors, là, je voudrais rentrer vraiment dans l'aspect culturel des choses, c'est-à-dire international, si vous voulez. Alors, ça va sans le dire, mais je préfère le dire quand même. Quand je parle de culture, ici, je ne parle pas ni d'art, ni de littérature, ni d'architecture. Ce n'est pas cette culture-là. Je parle de culture nationale, c'est-à-dire en tant que valeur d'un peuple donné. Alors, là, on peut, Alissa, montrer la pyramide que je vous avais envoyée. Alors, j'aime beaucoup cette pyramide, elle est très simple, elle me paraît très juste. En fait, qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire? Elle nous dit finalement, l'être humain, c'est quoi?
L'être humain, c'est sa nature, sa biologie. Ceux qui ont un peu étudié la psychologie avec Maslow, ou en économie peut-être aussi, voient les différents besoins humains comme étant finalement assez universels. Les besoins de manger, de boire, de s'habiller, en tout cas se protéger du froid d'une manière ou d'une autre, de se loger, puis après de communiquer avec les autres, puis après d'être respecté par les autres, puis après de se réaliser. Si vous voulez. Tout ça, c'est la nature humaine qu'on retrouvera partout. Ce qu'on pourrait appeler aussi le hardware, si vous voulez. On en reviendra tout à l'heure au premier finalement scientifique sur les cultures qui s'appelle Geert Hofstede, un néerlandais. Il disait la nature humaine, c'est ce qui est le hardware. Imaginez qu'un ordinateur, c'est votre écran, votre unité centrale. Et puis, la culture, c'est le software of the mind. C'est-à-dire, c'est vraiment le programme de l'esprit. Et chaque culture va finalement faire de manière assez inconsciente, imprégner chaque individu d'une culture, de sa culture qui correspond à son pays. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quelqu'un qui vit, par exemple, en Allemagne et qui a toujours vécu en Allemagne, ça va pas avoir grand sens pour lui de se définir en tant qu'allemand, puisque tous les gens autour de lui sont allemands. Par contre, si le jour où il se retrouve au Japon, là, il va se rendre compte d'abord de sa germanité et puis de son européanité. C'est-à-dire que souvent, la culture, on la voit, c'est une sorte de bocal, une sorte de poisson, des sortes de poissons rouges dans un bocal, et on ne la voit pas. Mais quand on sort de ce bocal, alors elle apparaît visiblement. Donc, c'est bien le software. Et ensuite, la personnalité, bah, évidemment, ça, bien sûr, aucun Allemand n'est égal à un autre, aucun Suédois n'est égal à un autre. Donc ça, c'est notre partie vraiment unique. D'accord? Donc, il faut bien voir ces trois choses. Le hardware, le software et la personnalité. D'accord? Voilà, ça, ce que je peux vous dire. Je pense qu'il y a peut-être des questions là-dessus. J'y répondrai un peu plus en détail. Alors, passons un petit peu à... Vous pouvez peut-être mettre la deuxième slide, Alissa, sur les styles de négociation. C'est le slide 3. Alors, c'est le slide 3, oui. Alors, juste un petit instant. Voilà. La slide antérieure, on a montré effectivement cet aspect culturel. Là, on va le voir, mais de manière un peu indirecte. C'est-à-dire que les spécialistes de la négociation ont réussi à identifier, si vous voulez, 5 styles différents de négociation. Alors, d'abord, il y a la compétition. C'est un style qui sert vraiment à dominer l'autre. On crée un rapport de force très fort. C'est ce qu'on appelle souvent d'ailleurs en anglais le win-lose, c'est-à-dire pour que moi je gagne, il faut que vous perdiez. Alors là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a certaines nations qui sont plus enclines à utiliser ce rapport de force. Et là, dans le monde anglo-saxon, c'est très clair. Les États-Unis et l'Angleterre fonctionnent beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, je dirais, on peut le voir quasiment dans tous les films sortis de Hollywood quand il y a des négociations, c'est toujours de manière très, très forte. Mais ce n'est pas la seule façon, loin de là, de négocier. D'ailleurs, parce que si vous faites perdre votre partie opposée, si vous pouvez la remplacer au pied levé, à la limite, vous pouvez jouer ça. C'est peut-être pas très éthique, mais ça peut peut-être marcher. Mais si vous avez besoin de cette partie pour une prochaine négociation, pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, attention de ne pas être en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. La deuxième partie, c'est celle du compromis. Ça, c'est une manière assez, je dirais, assez juste de négocier. Voilà, chacun fait un effort. On n'a pas tout ce qu'on veut de chacun de notre côté, mais on a montré qu'on
qu'on a fait cet effort-là. Donc, on n'a pas forcément un optimum, mais on a au moins quelque chose de satisfaisant et de moralement, on se dit que ça a été juste. Ça, c'est la deuxième qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Je n'ai pas marqué de culture particulière parce que je retrouve un peu partout. Après, troisième stratégie, ce qu'on appelle l'évitement. Ce n'est pas forcément non plus basé sur une culture. L'évitement, c'est en fait, vous essayez de ne pas négocier, de retarder, de mettre des obstacles administratifs ou autres. Mais vous gardez la balle, si vous voulez, en jeu. L'idée derrière cette stratégie, c'est quoi? Vous avez, vous, des priorités de négociation, la partie adverse a des priorités, et vous imaginez qu'en faisant passer finalement le temps, en jouant la montre finalement, en jouant la montre, vous dites que les conditions externes vont évoluer en votre faveur. C'est un pari finalement. Si vous faites ce pari-là, eh bien, ça va être un pari qui peut s'avérer gagnant. D'accord? Alors, la quatrième stratégie, qui s'appelle, en anglais, s'appelle accommoder en français. Alors, ça paraît un peu contre-productif et contre-intuitif. Pourquoi est-ce que je vais céder dans une négociation? C'est-à-dire, on n'est plus dans le win-lose tout à l'heure, on est dans un lose-win, c'est-à-dire que je vais perdre volontairement et laisser l'autre gagner. Alors, ça n'a aucun sens. Alors, pas tout à fait. Ça a un sens si ça vous permet d'obtenir une position. Par exemple, vous acceptez quelque chose qui va contre votre intérêt, mais vous rentrez, donc, par exemple, chez le fournisseur, chez le client, peu importe. Et votre pari, c'est qu'à la prochaine négociation, vous pourrez vous restaurer et vous pourrez récupérer. Évidemment, selon nos stratégies, ad vitam aeternam, c'est mettre la clé sous la porte dans une entreprise, et c'est un État failli dans un contexte diplomatique et politique. Mais ça peut être tactiquement intéressant dans une négociation de céder. Si vous gardez évidemment que vous êtes dans un système de négociation finalement. Vous avez plusieurs négociations devant vous. Et finalement, le meilleur, c'est la collaboration et c'est le win-win. On entend ça très très souvent, le win-win, et en fait peu de gens vraiment le comprennent bien. C'est que on confond ça avec le compromis, avec le milieu du guet. Non, en fait, c'est que chacun, si vous regardez, chacun a ses priorités très près de sa poitrine, comme diraient les Anglais, c'est qu'on ne montre pas ses priorités et ses objectifs. Mais que dans la coopération, on fait le pari qu'en cherchant vraiment les priorités de l'autre, éventuellement en montrant des priorités et des objectifs que l'autre n'a pas vraiment peut-être envisagé, que vous puissiez lui donner, eh bien, dans ce système-là, alors une sorte de technique d'ailleurs, c'est pas très simple, il y a des Allemands qui ont théorisé ça de manière très intéressante et qui le pratiquent d'ailleurs, finalement, vous arrivez à une situation finale où vous avez mieux que ce que vous aviez finalement pensé. Ça, c'est vraiment le win-win. Donc, voilà pour les styles de négociation, qui sont 5. Voyons un petit peu les dimensions de la négociation interculturelle. Alors, c'est probablement, Alissa, c'est encore une autre slide, c'est probablement la slide la plus touffue, finalement. Je ne vais peut-être pas passer par toutes les dimensions parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais par celles qui sont par les principales et par celles auxquelles on peut identifier des pays de manière claire. Alors, imaginez-vous que vous êtes en train de négocier, d'accord, avec un autre pays. Alors, vous avez une dimension qui s'appelle la relation-contrat. Alors, c'est quoi ça? C'est certains pays vont avoir finalement des contrats assez ténus, assez fins, mais ce qu'ils vont vraiment essayer d'avoir et d'obtenir, c'est une relation de confiance avec la partie adverse, d'accord? Et finalement, la confiance est plus importante que du papier. Donc, dans ce genre de culture, vous avez les Arabes, notamment les Sud-Américains, les Espagnols, un peu moins, mais aussi vous trouverez aussi les Français.
De la partie adverse, vous aurez nettement les Américains. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les Américains, souvent, quand ils viennent négocier quelque chose, le contrat, il fait 1000 pages. Et l'idée, c'est je me fiche bien de savoir si la personne est fiable ou pas. Si elle est fiable, je ferai du business. Et si ce n'est pas fiable, elle aura mes avocats qui lui demanderont des comptes. Et ça sera aussi une bonne façon de m'en sortir aussi. Donc, quels pays avec lesquels vous allez traiter seront plus vers la relation et quels seront les pays qui seront plus contractuels? Alors, les Pays-Bas, pareil, contractuels notamment. D'accord? Win-win et win-lose, je ne reviens pas plus loin, mais on avait parlé de l'Allemagne et des États-Unis et l'Angleterre. La sensibilité au temps. Ce n'est pas pareil de négocier un contrat ou négocier même diplomatiquement avec des Indiens qu'avec des Suisses. C'est-à-dire qu'en Inde, il faut prendre votre temps. Si vous ne prenez pas votre temps, vous n'arriverez jamais à négocier quoi que ce soit. D'accord? L'inverse, c'est-à-dire que certains pays pour qui le temps, c'est de l'argent. Et auquel cas, 10 minutes de perdu, c'est déjà stressant. D'accord? Vous avez des pays qui sont très émotionnels, d'autres qui ne le sont pas. Je ne sais pas si vous avez vu des Italiens négocier, ça peut être très dramatique, dramatique dans le sens du terme théâtral, si vous voulez. Et il n'y a pas de mal à ça. Par contre, avec les Suédois, encore mieux les Finlandais, j'aurais beaucoup de mal à voir des émotions se plisser sur leur visage. L'autre dimension, consensus ou indécisionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont négocier entre les membres de l'équipe de manière consensuelle, notamment les Pays-Bas. Il n'y a pas vraiment de chef de négociation. Ils ont tous un mot à dire, ou alors indécisionnaire, c'est-à-dire qu'il y a le chef qui décide in fine qu'on fait ci ou qu'on fait ça. On trouvera là notamment la France à ce niveau-là. Des pays qui acceptent beaucoup le risque et d'autres qui ne l'acceptent pas. Là, dans les risk takers, il y a beaucoup encore les anglo-saxons. Par contre, ceux qui sont risk averse, c'est-à-dire qui détestent plutôt le risque, c'est plutôt les Français, les Allemands ou les Suisses. Communication indirecte ou communication directe, je reviendrai sur certains exemples. Oh, puis non, je vais le dire maintenant. En direct, vous avez les Néerlandais, notamment les Américains, et en indirect, vous avez notamment les Japonais. Alors, qu'est-ce que c'est une communication directe? Un Américain peut vous dire, ou même en néerlandais, dans une négociation, you lie, vous mentez. Ça, c'est absolument impossible à dire au Japon. Si vous dites ça, vous êtes sûr que la négociation ne se fera pas. C'est une perte d'honneur, de face absolument terrible. Un Japonais, le mieux qu'il puisse vous dire, quand il pense vous mentez, il vous dira c'est surprenant. Il faut savoir interpréter. C'est surprenant parce qu'il a pensé que vous mentez, quoi. Les décisions bottom-up ou top-down. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que les Japonais, qui sont une culture très hiérarchique, en réalité, la formation de la décision dans la négociation se forme par le bas. C'est-à-dire qu'il est très rare que les décisionnaires japonais n'écoutent pas les recommandations de leurs subordonnés. Aussi, c'est un peu l'idée de si jamais les subordonnés n'avaient pas des bonnes recommandations qui n'étaient pas suivies, ce serait aussi une perte de face, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et le top-down, là, vous avez notamment la France ou l'Espagne ou l'Italie, où le chef, un petit peu, qui prend des décisions de manière ex cathedra, ou comme un deus ex machina. Voilà, ça, c'est peut-être la slide la plus riche, la plus compliquée. Je reste là. Peut-être rapidement sur les objectifs. Ça, c'est valable pour n'importe quelle négociation, qu'elle soit internationale ou nationale. Prioriser les objectifs, c'est-à-dire que d'abord, vous devez avoir ce qui est obligatoire, donc vraiment le minimum à atteindre. Ensuite, les objectifs qui sont importants. Et pour finir,
le cerise sur le cerise sur le gâteau. Et ces objectifs doivent être, alors ceux qui ont fait un petit peu de business connaîtront cet acronyme, doivent être SMART, c'est-à-dire doivent être spécifique, quelque chose qui doit être très clair, mesurable. Si c'est quelque chose de mesurable, on permet de savoir si l'objectif a été atteint ou pas, précis, donc à l'inverse de flou, et à réaliser avec une marge de temps bien établie. Voilà, ça c'est ce que je veux dire sur les objectifs. Ça vous permet de voir quelle est la frange haute de la négociation et la frange basse. Pourquoi c'est important d'avoir ça? C'est que si vous n'avez pas la frange basse, vous ne saurez jamais quoi accepter. C'est-à-dire que vous finirez toujours par dire « Ah ben finalement, peut-être qu'on peut accepter ça, peut-être qu'on peut accepter ça », et finalement, vous allez rentrer dans des dynamiques de destruction de valeur, alors que ce soit bien sûr au niveau économique, mais au niveau aussi politique, dans les négociations diplomatiques. Donc, quel est le minimum à atteindre ces fondamentales et le maximum aussi pour être ambitieux. C'est pas la peine c'est pas la peine d'avoir juste le minimum, il faut aussi avoir une ambition dans la négociation. Voilà, sur les objectifs. J'avais quelques exemples de communication directe et indirecte que je reprends un petit peu là-dessus. Donc, une culture directe va dire on ne peut pas faire ça, et une culture indirecte, cela va être très difficile. Alors, c'est faux, culture directe, et culture indirecte, c'est une perspective originale. Et c'est vraiment, vous retrouvez ce genre de phrases. Au Japon, en Angleterre notamment, les Anglais sont très forts pour ce genre de phrases. It's a brave decision. C'est-à-dire, vous êtes complètement à côté de la plaque. Votre proposition, comment? Monsieur Huget, il vous reste du coup à peu près 10 minutes. Oui, mais c'est bon, ça va. Oui. Ou alors, encore un dernier exemple de communication directe et indirecte. Votre proposition est inacceptable et donc la culture indirecte qui vous dira donnez-nous du temps pour y réfléchir. D'accord? Alors, ça c'est, je vais terminer, je pense, là-dessus, sur les raisonnements fallacieux. Pourquoi je termine là-dessus? C'est parce que, en réalité, toute position de négociation est basée sur des arguments. Et tout argument, en tout cas, la grande majorité des arguments est basée sur une logique interne. Donc, vous, quand vous essayez de convaincre la partie adverse, vous présentez un argument. Si l'argument est formulé de manière logique, bon, la personne adverse peut accepter ou pas votre argument, mais au moins il sera formulé de manière logique. Si par contre, vous-même ou la partie adverse utilisez des raisonnements fallacieux, eh bien là, on crée, si vous voulez, une capacité à tromper finalement l'autre. Hein, c'est bien ça. Le raisonnement fallacieux, c'est vous tromper l'autre ou vous laisser tromper. Donc c'est très utile. Moi, j'ai toujours demandé à mes étudiants d'étudier les techniques pour réfuter les raisonnements fallacieux, donc c'est-à-dire pour s'en défendre, mais pas vraiment pour les utiliser. Pour les utiliser, je crois qu'il y a Schopenhauer sur l'art d'avoir raison, qui développe très bien toutes les raisonnements fallacieux. Donc, je termine donc, là-dessus. Il y en a beaucoup de raisons fallacieuses, j'en prends 5 ou 6 pour vous donner une idée. Alors, j'aime beaucoup l'homme de paille. L'homme de paille, ça correspond à déformer l'argument de votre adversaire, de la partie opposée. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si je dis, par exemple, au niveau politique, nous faisons face à des inégalités sociales très importantes, il serait utile d'augmenter les impôts pour redistribuer plus. Ça, c'est un argument. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un argument. Donc, la partie adverse, comment elle va faire de mon argument un homme de paille? Elle va dire augmenter les impôts. Ah, mais ça, c'est une mesure communiste. Et on sait bien que le communisme est un système qui ne marche pas et voit l'échec. Voilà. En 2 phrases, il a fait un homme de paille. Il a refusé de répondre à mon argument factuel
et on a créé un faux beaucoup plus facile à rétorquer. D'accord? Ça, j'aime beaucoup. L'appel à l'autorité, il est tellement, enfin, il est très, très, très utilisé, mais je le dis quand même. L'appel à l'autorité, c'est un argument, et vous dites, mais vous savez, le professeur d'économie prix Nobel en 91 dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Alors, non, non, c'est un point de vue intéressant. Maintenant, il faut voir s'il y a d'autres professeurs d'économie, notamment, qui ont d'autres points de vue, et il faut débattre en détail. Ce n'est pas suffisant de dire, ou alors le professeur, qu'est-ce qu'il y avait sur le... Peu importe, souvent, l'autorité, c'est souvent ou un professeur, ou un président, ou donc une autorité, un scientifique, donc une autorité qu'on ne pourrait pas contester. Non, une autorité peut être contestée par une autre autorité. D'accord ? Donc faites attention à cet argument-là. J'aime beaucoup aussi la fausse causalité. La fausse causalité, c'est-à-dire vous mettez en place, mettez en œuvre deux choses qui se déplacent, qui semblent avoir une corrélation, et vous voyez, c'est corrélé. Alors, je vais vous donner juste pour jouer un petit peu l'argument qui paraît tellement absurde, mais qui pourtant est utilisé de manière politique et économique tous les jours. Vous pouvez démontrer que plus les gens mangent de la glace et plus les gens se noient à la piscine. Et c'est démontrable tous les jours. Et c'est vrai en plus. Plus les gens mangent de la glace et plus les gens se noient à la piscine. Et pourquoi c'est comme ça? C'est très difficile selon les fausses causalités à démasquer, mais dans ce cas-là, c'est assez simple. C'est l'été. En été, les gens mangent de la glace. Et en été, les gens vont à la piscine. Donc, la causalité, ce n'est pas la glace, les gens se noient. C'est l'été provoque que les gens mangent de la glace et l'été provoque que les gens vont à la piscine. Excellent celui-là. L'attaque ad hominem, c'est-à-dire ad hominem en latin, c'est-à-dire contre l'homme lui-même. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à argumenter ce que dit la personne, et vous allez la décrédibiliser parce que vous avez la possibilité de le faire. Alors, en politique, en diplomatie, vous pourrez dire il est impossible de s'entendre aujourd'hui, par exemple, avec la Russie, parce que vous avez bien vu ce qui s'est passé, la Russie, vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie et en Biélorussie. Ce n'est pas un bon argument. Alors, je ne dis pas qu'on peut s'entendre avec la Russie. Je dis, effectivement, la Russie a des intérêts différents, une vision différente de la Biélorussie, de la Crimée et de la Syrie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en Libye, on ne peut pas s'entendre avec elle, par exemple. Il faudrait le démontrer au niveau de ses intérêts profonds. Pas parce que par le passé, elle l'a fait. Donc, quand l'attaque au dominem, dans la vie de tous les jours, c'est encore plus évident à voir si vous ne l'avez pas vu de cette manière-là. Quelqu'un, vous démontez complètement une personne, pas parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant ou pas, mais par exemple parce que c'est un narcomane ou une prostituée. Alors, de toute façon, ça ne peut pas être, on ne peut pas discuter ça. Ça, je trouve ça très dangereux. Je pense que les arguments doivent se débattre par eux-mêmes et pour eux-mêmes, pas pour qui les gens par qui les gens le disent. Le tu quoque, c'est-à-dire tout aussi en latin, j'aime beaucoup aussi, c'est un argument, une phrase où on ne peut pas répondre bien. On formule la phrase pour vous tromper. Par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, depuis quand nous mentez-vous? Depuis quand nous mentez-vous? La phrase, elle est terrible. Il faut dire, mais depuis quand? Mais comme ça? Non, moi, je ne vous ai jamais menti. Mais il faut rétropédaler là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai terminé ce que je voulais dire en gros, Alice. Voilà. Je crois qu'on peut en rester là. Du coup, on peut passer déjà à la deuxième partie avec les questions. Oui, volontiers. D'accord. Donc, du coup, la première question, c'était de Dimitri. Oui. Il vous pose la question, est-ce que vous pourrez nous raconter deux moments charnières de votre carrière? Alors,
Premièrement, charnière, quand j'ai décidé à 18 ans de partir à Barcelone faire mes études. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre un cursus français, j'ai décidé de… j'avais un peu de chance parce que mon père vivait en Espagne depuis des années, mais moi je vivais avec ma mère en Normandie. Et donc j'ai décidé de rentrer, enfin j'ai passé le concours, mais je suis rentré à SAD, qui est l'équivalent d'HEC en Espagne, et j'ai fait toutes mes études en espagnol. Donc ça m'a donné la possibilité d'être bilingue à l'âge de 20 ans, quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai fait mon service militaire. C'était la dernière année où le service militaire était obligatoire, et je l'ai fait, je voulais que ce soit intéressant. Donc j'ai fait les écoles de préparation pour officiers dans la marine. Et comme j'étais bon linguiste déjà à l'époque, on m'a offert l'ambassade de France aux Pays-Bas, où j'étais adjoint de l'attaché de défense. Donc c'était une expérience diplomatique super intéressante pour moi pendant 2 ans. Et puis après, un autre moment charnière, c'est quand j'ai été embauché par Airbus Allemagne à Munich. Donc j'ai commencé à Munich à travailler. Ils m'ont envoyé au Japon. C'était une expérience absolument extraordinaire. Après, je suis retombé à Airbus Toulouse. J'ai travaillé quelques années. Et après, je trouvais que je parlais russe déjà. Et ils m'ont proposé le poste de directeur industriel en Russie pendant 3-4 ans. Donc ça a été vraiment charnière. Ensuite, l'ENA, c'était très intéressant aussi parce que c'était en français et en allemand, entre Paris et Berlin. Et le Quai d'Orsay, au think tank du ministre, où j'étais analyste dans le département Russie, finalement. Donc voilà, ce sont en gros les moments charnières de ma carrière. Merci beaucoup, Monsieur Huget. Du coup, il y a une deuxième question. Deuxième question du Fermin, si je ne me trompe pas. Il vous pose la question, est-ce que ces techniques sont réellement efficaces en négociation, surtout à haut niveau entre les États, car facilement démontables? Alors, attends, je voudrais être sûr de bien comprendre la question. Quelle technique? Parce qu'on on a passé en revue quelques techniques particulières. Donc, ça serait bien d'être spécifique là-dessus pour le coup. Clairement, si vous voulez réactiver votre micro, vous pouvez poser directement Oui, la question. super. Super. Fernand, est-ce que vous m'entendez? Alors, il n'a pas de micro, mais il a réécrit sa question. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous dit, pour les faux arguments, désolé, mais sa question concerne les faux arguments. Du coup, je vais répéter. Donc, est-ce que ces techniques sont réellement efficaces en négociation, surtout à haut niveau entre États? Donc, la question sur les faux arguments. C'est une bonne question. Entre États, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais négocié pour un État. Donc, moi j'aurais tendance à dire n'utilisez pas ce raisonnement fallacieux, mais soyez prêts à ce que des gens les utilisent contre vous. Ça arrive. C'est partie de la nature humaine. Donc, peut-être que les exemples que j'ai donnés, mais il y a d'autres. Si vous voulez, il y a une slide que j'ai mis en backup sur les raisonnements fallacieux. Il y en a une quarantaine qui les regardent et qui posent la question. Moi, je pense que ça arrive de se faire tromper, même à plus haut niveau. Ils ne sont pas plus bêtes que nous. Je suis sûr que dans la négociation Brexit, ça a dû se passer plus d'une fois. Alors, vous arrêtez 10 pénaltys et vous prenez le 11e. Ça peut arriver aussi. Hein. Parce que qu'est-ce que perd la partie qui offre un raisonnement fallacieux? Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, on revient à la balle au centre, avec peut-être un petit défaut de confiance. Mais moi, je ne recommande pas l'utilisation. Je recommande juste la connaissance pour s'en défendre. Moi, ça
ma position. Et sur entre États, j'ai pas été entre États, je peux pas dire comment il faut. Je peux juste imaginer que c'est comme ça. Est-ce que nous avons bien répondu à votre question? Est-ce que vous pouvez juste confirmer? Je comprends, merci. Merci. Donc, la prochaine question. La prochaine question vient de Noémie. Comment on répond efficacement à un argument ad hominem? Très intéressante la question. Eh bien, ça correspond à dire ça. C'est-à-dire que je vais donner l'exemple, par exemple, de la Russie. On peut se mettre d'accord sur la Russie. La preuve, ils ont été absolument exécrables en Biélorussie, exécrables en Syrie. Ça, c'est la présentation ad hominem. Et la façon de répondre, c'est OK, ça c'est ce qui est passé en Russie, on va passer dans ces cas-là. Maintenant, en Libye, quelle est la situation réelle? Quels sont les intérêts réels de la Russie? Parce que ce dont on peut être sûr, c'est que la Russie agira toujours selon ses intérêts. Donc, cherchons de voir les intérêts. C'est-à-dire qu'il faut ramener l'argument hominem aux faits. Ou si je reprends l'exemple de ce narcomane, il y a, OK, il est narcomane, mais qu'est-ce qu'il a dit réellement? Est-ce que c'est bête ce qu'il a dit? Ou non? Revenir sur les faits, toujours. Merci. Ensuite, il y a une question. Il y a une question de. Sheranehara. Je m'excuse pour la prononciation. Sheraneharat. Il vous pose la question. Bonsoir. Donc, quelles sont pour vous les négociations les plus dures à réaliser, diplomatiques ou commerciales? C'est difficile à répondre à ces questions en ces termes. Ça dépend de quelle négociation diplomatique et de quelle négociation commerciale. Par exemple, je vais donner un exemple assez difficile et très difficile au niveau commercial. Encore, c'est un exemple que je connais bien, c'est Airbus. Vous savez qu'Airbus et Boeing sont en guerre, se font la guerre au niveau des prétendues subventions de chaque côté, enfin, qui existent en réalité. Boeing dit Airbus reçoit la subvention, et Airbus dit la même chose de Boeing, et ça se rebondit au niveau de l'OMC, bien sûr au niveau des États. Mais depuis que moi je suis à Airbus depuis l'an 2000, on est en 2020, ils n'ont toujours pas avancé là-dessus. C'est toujours pas résolu. Alors, voilà. Donc, la complexité est... Alors, moi, ce que je pense qu'on peut dire, par contre, c'est que le nombre de parties qui donc qui sont parties prenantes, comme dans le cas de l'Europe ou l'ONU, etc., là, je pense que c'est structurellement compliqué. C'est indépendamment dont ils doivent décider si à la cantine on mange du poulet ou du poisson, parce que structurellement ils sont beaucoup, ça va être compliqué. Maintenant, il y a des contenus compliqués. Diplomatiquement, le Brexit, c'était horrible. C'était horrible aussi. Donc, je ne peux pas répondre dans ces termes-là. Il y a probablement aussi des négociations diplomatiques qui se passent assez bien et de manière assez fluide aussi. Donc, il faut voir un peu au cas par cas. Là, je botte en touche parce que je pense que c'est difficile de répondre en ces termes. Nous avons déjà le retour pour vos réponses, que vous avez bien répondu à leurs questions. Merci beaucoup. Je passe à une autre question. La question d'Amélie. Elle vous pose la question, alors comment devient-on négociateur, négociatrice?
Quelle est la voie royale pour faire de la diplomatie? Ah, super intéressant ça. Alors, moi, j'ai plutôt quand même plutôt fait la voie Airbus commerciale. Dans les entreprises, souvent, on devient négociateur par hasard, vraiment. On a un poste aux achats, on a un poste dans notre département de vente et on fait des négociations. On n'est pas forcément négociateur, d'ailleurs, on fait des négociations comme répartie, ça fait partie de notre boulot. Ça, c'est une première chose. Maintenant, au Quai d'Orsay, les diplomates font des négociations. Ça fait partie de leur formation. Donc, en France, je pense que la voie royale, si ça n'a pas changé, c'est Sciences Po Paris, l'ENA, ou éventuellement concours des affaires étrangères. Voilà. Ce qui est peut-être un peu frustrant, moi, je pense, du côté diplomatie, c'est que souvent, même quand tu es au niveau ambassadeur, tu fais que la partie opérationnelle vraiment de diplomatie. C'est-à-dire qu'on te dit voilà, tu dois avoir ça, et toi tu réalises, tu réalises cette négociation, mais tu peux être totalement en désaccord avec ce qu'on te demande en plus. Donc ça peut être vache en diplomatie parce que, imagine, un cas tout bête, tu es un ambassadeur français en Chine et tu connais très bien la culture chinoise, tu as fait l'INALCO, tu as été là pendant 20 ans. Je pense à une personne en particulier d'ailleurs, hein, j'invente rien d'ailleurs. Et on te demande de négocier un truc qui te paraît absolument sorti de la tête d'un énarque qui n'a jamais sorti de son bureau, tu vois. Et ça peut poser des dissonances cognitives très graves. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes souvenu, sous l'ère Trump, une quantité de diplomates avaient démissionné donc du Department of State, hein, donc c'est-à-dire du ministère des Étrangers américain, parce que ce qu'on leur demandait de négocier, pour eux, c'était totalement absurde. Et ils ont démissionné, les mecs. Les mecs et les femmes aussi. Donc, sur la diplomatie, c'est un peu plus grave parce que je ne sais pas où est le côté vraiment où tu t'éclates à définir les priorités pour ta diplomatie et après pour la négocier. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que j'avais envie de répondre. Amélie, est-ce que tu peux nous faire part si Monsieur G il a bien répondu à ta question? Bon, Euh, Indimo consent. Pendant qu'on attend sa réponse, je passe à la question suivante. C'est Dimitri qui nous pose la question, qui vous pose la question. Quelles sont, selon vous, les langues clés à maîtriser au XXIe siècle? Elle est clé. Bon, encore une fois, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Au niveau donc diplomatique, bien évidemment, je dirais l'anglais, le chinois, le russe. Probablement avec ça, vous êtes pas mal. Hein. Je dis ça parce que bon, moi, je suis totalement bilingue en espagnol, hein, mais au niveau diplomatique, tout diplomate espagnol, on leur demande d'être bilingue en anglais et en français. Hein. Et puis, je sais qu'en Amérique du Sud, la France a encore une aura très importante. Et, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer des diplomates qui parlent espagnol, mais ce que je veux dire, c'est que, surtout dans des mondes, des civilisations très différentes, la Chine, oui, faut parler chinois quand on envoie des gens, c'est clair. En Russie, oui, je crois qu'on n'en voit pas assez, malheureusement, de russophones en France. Alors, partons au niveau commercial. Moi, j'ai fait une grande partie de ma carrière justement grâce à l'allemand. Parce que je suis passé par Airbus Allemagne. L'espagnol m'a ouvert les études supérieures de prestige. L'Allemagne m'a ouvert les entreprises du CAC 40 qui fonctionnent bien et qui sont en plus un projet européen comme Airbus. Et le russe m'a ouvert mon dernier poste, le plus élevé finalement, en Russie. Ouais.
Ouais, donc, les langues, ça peut être vraiment, donc, en tout cas, les langues, ça peut, bien sûr, il faut avoir des études sérieuses à côté, mais pour faire la différence avec d'autres personnes, d'avoir des langues comme ça peut vraiment, euh, vraiment le faire, entre guillemets. Merci beaucoup, Monsieur Huget. J'ai une question assez intéressante qui vient du Clément. Dans le type de poste et d'expérience que vous décrivez, vous avez clairement dû être dans des positions de management d'équipe. Les différentes techniques de négociation, l'aspect interculturel me rappellent énormément les questions relatives à la communication interpersonnelle liées au management. En soi, est-ce que le management et la négociation ne seraient pas cousins, cousines? Alors, il y a la négociation dans le management, mais tout acte de management n'est pas une négociation. C'est-à-dire que ça marche dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que la négociation, oui, vous allez l'utiliser pour motiver des équipes, pour arriver à un meilleur résultat. Oui. Donc, dans ce sens-là, négociation comme outil de management, comme un des outils de management. C'est ça que j'ai envie de répondre. Par contre, peut-être je termine en disant que ce qui est aussi cousin, c'est la négociation interculturelle ou internationale et la communication interculturelle. Je parlais de Gerd Hofstede, je pourrais parler de Franz Trompenaars, des gens qui ont beaucoup développé la communication interculturelle. Et d'ailleurs, Franz Trompenaars a développé l'entreprise interculturelle. Est-ce que M. Huget il a bien répondu à votre question, Clément? Sinon, je vais passer à une autre question. Oui. Alors, selon vous, c'est la question qui vient de Nassim. Selon vous, quel est le degré de menace pour la Russie en ce qui concerne les nouvelles routes de la soie de la Chine? Alors, ce n'est pas tout à fait dans le cadre de la conférence, mais je répondrai volontiers parce que je prépare avec Alissa justement une conférence sur la diplomatie russe. Moi, je pense que la menace pour la Russie des routes de la soie est conséquente, vraiment conséquente, parce que ça permet à la Chine de s'approvisionner d'abord en matières premières, non pas simplement chez la Russie, mais aussi au Kazakhstan, au Turkménistan notamment. Ensuite, cette route de la soie, ça crée si vous voulez, des interdépendances avec des créations d'infrastructures importantes en Asie centrale. Et moi, si j'étais au Kremlin, je dormirais pas super serein sur ce sujet. Et, en réalité, c'est même pas que les routes de la soie. Il faudrait dire aussi que la Turquie est en train de faire aussi des percées en Asie centrale, notamment en aidant l'Azerbaïdjan à réduire finalement le Haut-Karabakh, donc pro-arménien. La Chine peut aussi, on peut imaginer une Chine de plus en plus créant des interdépendances économiques avec ce qu'il y a le cas déjà avec Vladivostok, Khabarovsk, Komsomolsk na Amurie ou encore Irkoutsk. Moi, je ne serais pas à l'aise. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais en Russie, je travaillais en Sibérie, à Irkoutsk, et les managers russes nous disaient oh, vous êtes à la maison pour nous présenter vos filles, parce que si vous ne vous mariez pas avec elles, ce sera les Chinois qui le feront. C'était une boutade, bien évidemment, mais comme on dit en russe, в каждой шутке есть доля правды, c'est-à-dire dans chaque
blague, il y a une part de vérité aussi. C'est bien, on a avancé pour la prochaine conférence, Alissa. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur G, pour votre réponse. J'ai une autre question de Ali Mara. Selon vous, quel est le degré de menace pour la Russie en ce qui concerne les nouvelles... Ah, j'ai déjà posé cette question, pardon. Il me semble, oui, ça rappelle quelque chose. Ça. Oui. Ah, voilà. Quels sont les facteurs qui influencent la prise de décision en politique? Wow, je ne sais pas par où prendre la question. Et en quoi est-ce que c'est Quels, connecté à la conférence? quels sont les facteurs qui influencent la prise de décision en politique? Est-ce qu'il y a des facteurs euh, spécifiques? Là, je botte complètement en touche parce que c'est une question de théorie, de philosophie politique. On peut chercher chez Raymond Aron notamment des très bonnes réponses à ce genre de questions-là. Mais là, on est vraiment tout à fait hors cadre. Et là, je ne serais pas exprompt. Si vous me laissez une petite journée pour y travailler, à la limite, je peux vous dire quelque chose d'intéressant. Mais là, exprompt, je suis incapable de vous dire quelque chose de sensé. Les décisions politiques dépendent des personnes qui les prennent. Voilà, ça c'est ma réponse. Donc, je pense que je peux passer à une autre question. La question vient de Noémie. Pourquoi, dans ce cas, la Russie a-t-elle accepté que la Chine fasse passer ses bateaux brise-glace sur les routes arctiques russes récemment et signer d'autres accords de coopération? Oui, alors, vous savez, c'est toujours un petit peu ce qui se passe entre les États, c'est-à-dire qu'on a des aspects de coopération et des aspects de compétition. La Chine et la Russie sont proches au niveau géopolitique. Il ne faut pas le nier, hein, je le constate. Je dis qu'il peut y avoir des dangers pour la Russie de cette proximité. C'est une autre question. Maintenant qu'il y ait des brise-glaces chinois qui passent sur les côtes russes, il n'y a aucun problème. Il y a des avions chinois qui passent à travers la Sibérie. La question, c'est le contrôle. Qui a le contrôle de l'Arctique, notamment la plateforme continentale? Je serais bien de savoir si les Chinois soutiennent la thèse russe sur la plateforme continentale ou pas. Je ne saurais pas le dire, je n'ai pas l'information en tête, mais pour l'instant, le fait que les Chinois passent là, peut-être d'ailleurs qu'ils payent un certain argent pour y passer, je pense que cette route n'est pas nécessairement gratuite, c'est parti d'un accord tout à fait normal d'État à État. Ça ne me choque pas. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une question qui vient de Dimitri. Pour en revenir à la question de Nassim, sachant que la Russie devrait avoir peur des nouvelles routes de la soie, quelles sont les conséquences de son boycott depuis ce qui s'est passé en Crimée et plus récemment en Biélorussie? Attendez, quel boycott? Qui boycotte qui? Il n'a pas précisé. Dimitri. Ah voilà, l'Europe et l'Amérique. Ah, le boycott et l'Amérique de la Russie. Ah, Alors, oui. répétez la question. Sachant que la Russie devrait avoir peur des nouvelles routes de la soie, quelles sont les conséquences de son boycott depuis ce qui s'est passé en Crimée et plus récemment en Biélorussie? Les conséquences pour qui? Pour la Russie? Oui. Bon, ce qui est sûr, c'est que
le régime actuel du Kremlin perçoit comme une menace existentielle toute tentative de démocratisation. C'est-à-dire que, alors, il y a une histoire à ça, je ne vais pas revenir sur l'Ukraine, Maïdan. Ce que je veux dire, c'est que, essentiellement, l'Occident, donc de l'état de droit, finalement, occidental, est un anti-modèle pour le Kremlin. Il préférait se faire amputer un bras, deux bras, plutôt que de se démocratiser. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après l'histoire biélorusse. Parce que soutenir un malade mental qui se balade avec une Kalachnikov dans son territoire présidentiel, alors que, soi-disant, il a gagné les élections, ça va chercher loin quand même. C'est-à-dire que, je rephrase, la menace chinoise est pour eux, telle qu'elle est perçue par le Kremlin, moins existentielle, parce qu'in fine, c'est perdre des territoires, que la menace occidentale qui est de leur faire perdre l'essence même de leur régime. Est-ce que la réponse est claire? Oui, merci beaucoup. Oui, ils nous ont répondu. Normalement, nous avons encore 10 minutes. Est-ce qu'il dit, j'avais peur que la question ne soit pas... J'avais peur que la question... Ah. Non, c'est clair. Normalement, est-ce qu'il est d'accord, lui? Oui. Je crois qu'il est russe, non? Il est d'accord ou pas? Est-ce que tu es d'accord, Dimitri? Je peux répondre par oral si vous voulez. Allez-y, Dimitri. Non, en fait, je vous posais la question de base par rapport à votre expérience chez Airbus. Vous pouvez avoir la vision internationale aussi. Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment plus... ils vont jamais, je pense, accéder à la vision américaine. Et le fait, comme vous avez dit, de perdre du territoire in fine est plus rentable pour eux que d'accepter cette vision-là. C'est-à-dire que dans un cas, c'est dommage, dans l'autre cas, c'est existentiel. C'est ça le truc. Vous êtes vous-même russe ou pas? Oui, moi je suis russe. Oui. Enfin, biélorusse. Ah, je connais bien la Biélorussie. Mon épouse est biélorusse. Ah, c'est vrai? Elle vient d'où? Jodina. C'est Jodina. Vous connaissez Orsha? Oui, bien sûr. Ah ben moi je suis de là-bas. Excusez-moi pour l'expression un petit peu malencontreuse sur monsieur Loukachenko, mais ça me portait à cœur. Ah non, mais vous avez tout à fait raison. C'est compliqué là-bas. Hein. C'est très compliqué. On pourrait faire une conférence sur la Biélorussie d'ailleurs. C'est très intéressant. Bon, passons peut-être à une autre question parce que j'ai peur qu'on déborde un petit peu sur le cadre de la conférence. Non, pour moi tout est clair. Merci beaucoup. Спасибо. Vraiment spasibo. Du coup, on va passer à une autre question de Nassim. Selon vous, qui peut concurrencer sérieusement les États-Unis dans le secteur de l'aéronautique au niveau militaire? Qui peut concurrencer? In fine, la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les budgets américains sont absolument incroyables au niveau de la défense, donc ça va permettre d'avoir beaucoup d'innovation, de recherche d'innovation dans le militaire. Ça va permettre d'avoir du matériel de pointe, mais bon, ça ne marche pas toujours. Hein. Je crois que dans le F-22, ils ont raté vraiment leur coup. Enfin, c'est pas non plus toujours rien. Enfin, en gros, ils ont de la marge pour marge d'erreur. Aujourd'hui, l'Europe, elle arrive plus ou moins à faire des trucs pas trop mal, puisqu'elle se met quand elle se met d'accord, notamment avec Airbus EADS. Enfin, ça s'appelle maintenant, je crois, Airbus Military. Mais in fine, ça sera la Chine. La Chine, pour l'instant, dépend beaucoup
d'armement russe, d'ailleurs de bonne qualité, hein, il faut l'admettre. Les Russes ont une très grande compétence aéronautique depuis très longtemps, depuis l'Union soviétique. Ils y consacrent une partie importante de leur budget national. D'ailleurs, c'est peut-être probablement trop pour ce que, si on voit comment la population de tous les jours vit, comment elle vit en tout cas dans les provinces russes. Je veux dire, c'est que dans 20 ans, probablement la Chine n'aura même plus besoin de ces technologies russes. Elle pourra elle-même faire des trucs aussi bien ou mieux que les Américains. C'est pour ça que la question se pose aussi, est-ce qu'il n'y aura pas un clash d'ici à 5 ans autour de Taïwan entre les États-Unis et la Chine? Ça serait une possibilité, mais probablement ça ne ferait que reculer pour mieux sauter. Ce serait comme pour la guerre du Golfe de 90 par rapport à Saddam Hussein. Oui, on gagnerait quelques temps, mais la question, c'est le géant économique qu'est la Chine. Et là, on a été la fleur au fusil en pensant qu'on allait démocratiser la Chine en investissant massivement. En réalité, il n'y a personne qui a fait vraiment une étude vraiment de risque. C'était tout simplement parce que ça permettait aux grosses entreprises d'avoir des débouchés de milliards. Mais en réalité, cette logique de la globalisation, qui est une logique économique, n'est pas une logique qui est compatible avec une logique de puissance. Donc, il serait temps que les entreprises européennes et américaines comprennent qu'il faut réduire cette dépendance par rapport à la Chine, quitte à investir beaucoup plus en Indonésie, aux Philippines, en Inde, dans le Maghreb, parce qu'on a besoin de stabiliser le Maghreb, parce que sinon, on va avoir toute l'Afrique du Sahel qui va chercher à venir en Europe. Il faut vraiment comprendre qu'on a cherché, quelques grosses entreprises ont vu leur profit, mais cette logique-là, elle n'est pas du tout compatible avec in fine, des démocraties libérales, état de droit, il faut comprendre comme ça, état de droit qui perdure, parce que la Chine, là pour le coup, c'est un pays confucianiste, collectiviste, où le parti chinois a le dernier mot, et je ne vois pas comment la Chine se démocratiserait. Il n'y a aucune raison pour se démocratiser. Ça ne correspond pas à sa culture et ça ne correspond pas à sa civilisation. Donc, voilà, il faut comprendre que là, on a un problème devant nous assez important. C'était la dernière question. Si vous souhaitez encore poser des questions, nous avons encore 2-3 minutes. Allez, dernière question si vous le souhaitez. Pour le moment, je vais vous envoyer dans le chat un formulaire de participation. Je vous demande à tous les participants de remplir ça, s'il vous plaît, pour qu'on puisse, avec l'association, de suivre le taux de participation. Vous pouvez faire ça en ligne. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vois pas encore de questions. S'il n'y a pas de questions, on peut en rester là. Hein. Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, Ah, oui, il y a une question. Si vous avez un ouvrage à conseiller dans le cadre de cette conférence, quel est-il? J'en ai plusieurs, mais je ferai passer à Lisa. D'accord, merci. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que vous savez quand on aura, avec l'association Iris, quand aura lieu la prochaine conférence du coup? Ah, ça, faut demander à Lisa. J'en profite. Si c'est déjà ou pas, ou si ce sera annoncé plus tard. Enfin, je sais pas si tu sais déjà ou pas. On a pensé de faire ça vers fin mars, entre le 20 et 29. Ok. Voilà. C'est cool. De toute façon, vous allez suivre sur Instagram, sur Facebook nos actualités. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Si tu as des questions. Il y a encore une question, je crois. Voilà. Il y a la question de Rémi.
Que pensez-vous de la maîtrise du processus communication dans le cadre des négociations? Est-ce que vous maîtrisez ce processus de process communication? Que pensez-vous, je vais répéter, que pensez-vous de la maîtrise de process communication dans le cadre des négociations? Est-ce que vous maîtrisez ce procès? Ça me dit absolument rien comme ça. Dit comme ça, je Non. Noémie, vois pas quoi ça correspond. est-ce que tu veux prendre la parole pour expliquer, s'il te plaît? Pour la route. Bon, Pour la route, allez. bon, il y a C'est une quoi autre la question question pour la route? il y a une question du Clément, la dernière, un peu sérieuse, donc pour la route. Vu que la Chine se développe de plus en plus dans l'industrie aéronautique, est-ce que ça veut dire qu'un jour, la Corée du Nord aurait de nouveaux avions, histoire que les Kim aillent négocier avec les États-Unis? Les Kim, ils n'ont pas des avions là déjà? Ils y vont quoi? Ils y vont à dos de chameau négocier ou quoi? Un train. En train, c'est vrai, en train. En train blindé, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il faudrait que l'avion soit blindé, alors je pense un truc comme ça. C'est vrai qu'il va en train blindé, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Ouais. Bah, ouais. Je crois qu'il aime bien le train. Ouais. Ah, nous avons encore un message. Le train a proposé à Kim de le ramener à coup d'Air Force One. Bon, je crois qu'il est temps d'aller dîner là. Oui. Bon, tous les participants vous remercient pour cette conférence très intéressante et interactive. Merci à vous également pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup pour vos questions. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses pour vous, donc c'était intéressant. Bon, Merci eh bien, je vous beaucoup dis et